Bienvenue sur RVL. Aujourd'hui, nous sommes à l'hôtel Ampère situé dans le 17e arrondissement pour recevoir Sébastien Cannevet. Alors Sébastien Cannevet est docteur en droit, maître de conférences en droit privé, titulaire du certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Il est aussi, concernant les activités en rapport avec le net, expert auprès du ministère des Affaires étrangères parmi encore d'autres activités. Par ailleurs, il est aussi l'animateur d'un site internet où il rend compte de ses travaux. Ce site, au nom aussi étrange que surprenant, se nomme le Chêne Blanc, avec en sous-titre Droit et Internet, ce qui pourrait vouloir dire que le chêne représente le droit et le gland, tous ceux qui surfent sur Internet. Alors, premier thème que nous allons aborder avec vous, Sébastien Cannevet, c'est le peer-to-peer. Alors, on aimerait bien savoir un peu, avant de rentrer dans le vif du débat, des sujets qu'on quand même titré les unes de presse dernièrement. Bon, ça s'est un peu calmé, mais je pense que ça va revenir. Quel est l'historique un peu du peer-to-peer? Qu'est-ce que c'est? Quand ça a été produit? Par qui? Et voilà. Alors le peer-to-peer, c'est quelque chose qui ne pouvait pas exister avant l'Internet. C'est apparu au tout début de l'Internet. C'est l'échange entre utilisateurs, l'échange de fichiers. Ça peut être la possibilité de téléphoner, ça peut être la possibilité de jouer en réseau, ça peut être la possibilité éventuellement de pirater, comme disent les majors du disque, de la musique. D'accord. Donc c'était en quelle année un peu pour situer? C'est ça. Ça apparaît à la fin des années 90, à partir du moment où le réseau commence à accélérer un petit peu, parce qu'on a besoin pour échanger des fichiers d'un petit peu de capacité, d'un petit peu de tuyaux qui soient un peu gros. Alors dès les années 90, dès que ce système apparaît, bon les majors de disques, etc. commencent à s'énerver. Par quel biais? Les majors sont absolument persuadés, il faut absolument que vos auditeurs sautent ça de l'idée, que l'Internet en général, et le peer-to-peer en particulier, est fait uniquement pour les spolier. C'est pas vrai, éventuellement ça peut de temps en temps porter atteinte à leurs intérêts, et encore ça reste à démontrer. D'accord, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'études contradictoires à ce sujet, c'est-à-dire qu'on a les études de ceux qui sont pour, qui évidemment donnent le résultat que ça ferait baisser les ventes, et d'autres études qui disent en substance que les plus grands téléchargeurs sont les plus grands consommateurs. Oui, j'ai lu les deux, mais en tant qu'universitaire, moi je ne peux me fonder évidemment que sur des études fiables, et pour le moment j'en ai pas encore vu, il en existe peut-être déjà, pour le moment j'en ai pas vu. Je pense, j'ai quand même l'intuition que l'utilisation du peer-to-peer pour télécharger de la musique n'est pas forcément nuisible à l'industrie culturelle. Mais ça, c'est une opinion personnelle, c'est pas un fait démontré. Et pourquoi vous dites que ces études-là ne sont pas fiables, celles que vous avez vues? Celles que j'ai vues passer, quand on se rend compte qu'elles sont subventionnées, soit explicitement, soit en sous-main par l'industrie culturelle, par l'industrie du disque, et comme par hasard, elles démontrent que le peer-to-peer est une abomination, j'ai un petit peu des doutes, quoi. C'est un petit peu de logique. C'est comme un homme politique qui demande un sondage pour sa pomme, et comme par hasard, il est bien placé dans le sondage. Oui, si ce n'est que le sondage en France est régi par une loi qui oblige à un certain nombre de précautions minimum, ce qui n'est pas forcément le cas de ces études qui ne sont pas toutes faites très sérieusement. En plus, d'accord. Alors, à quoi on s'expose aujourd'hui? Parce que bon, il y a eu il y a eu plusieurs jurisprudences sur le cas, mais bon, même quand on s'y intéresse de près, c'est un grand bordel. C'était un bordel sympathique, personne n'est d'accord, etc. Alors, qu'est-ce qui s'est voté dernièrement? Pour faire le point, aujourd'hui, nous sommes le 7 août 2006. À quoi on s'expose aujourd'hui quand on télécharge? Alors, les choses n'ont pas tant changé sur ce que l'on risque par rapport à avant, c'est-à-dire que l'on risque, si on fait de la contrefaçon, je vais vous expliquer ce que c'est juridiquement de la contrefaçon, on risque 300 000 € d'amende et 3 ans de prison. Ah oui. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'est-ce que c'est que la contrefaçon? Petit résumé du droit d'auteur avant de comprendre ce qu'est plus précisément la contrefaçon. Le droit d'auteur, c'est un droit qui protège l'auteur, son éditeur. Et l'auteur, l'éditeur peuvent autoriser, généralement contre espèces sonnantes et trébuchantes, toute utilisation de leurs œuvres. Le code de la propriété intellectuelle va prévoir un certain nombre d'exceptions extrêmement limitées, comme le droit de citation, le droit à la copie privée qui recule de plus en plus, etc., etc. C'est-à-dire que toute autre utilisation, par exemple une représentation publique, est illégale. C'est-à-dire que la demoiselle que je suivais dans le métro tout à l'heure et qui chantonnait assez joliment d'ailleurs quelque chose que je n'ai pas vraiment identifié, si c'est une œuvre qui est soumise à droit d'auteur, c'est une représentation publique, donc
en théorie, elle était passible de 300 000 € d'amende et de 3 ans de prison. Elle aurait sans doute été très surprise si je lui avais annoncé ça, tout simplement pour une raison très claire, c'est-à-dire que ce droit-là est un droit qui préexiste à l'émergence de l'Internet. Et la réforme droit d'auteur, droit voisin dans la société de l'information, qui était censée adapter le droit d'auteur au troisième millénaire, a simplement cristallisé les intérêts de l'industrie culturelle, n'a pas du tout fait muter le droit d'auteur dans la bonne direction. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la demoiselle en question ne risque rien en pratique, même si en théorie l'infraction est constituée, tout simplement parce qu'on peut pas mettre un agent de la SACEM, un inspecteur de la SACEM derrière chaque citoyen. En revanche, l'Internet permet de faire ça. C'est pour ça que les multinationales de l'industrie culturelle, craignant à tort ou à raison que l'utilisation massive de l'Internet ne nuise à leurs intérêts, a essayé de mettre l'équivalent d'un inspecteur de la SACEM virtuelle derrière chaque internaute. C'est, puisque cette loi vient de l'industrie culturelle française, eh bien c'est ce que cette loi a essayé de faire entrer dans le droit positif. Je pense personnellement qu'elle serait inapplicable. Ce que vous voulez dire, c'est qu'il est beaucoup plus facile via des programmes informatiques, je suppose, de fliquer sur Internet, pour employer le terme, c'est-à-dire suivre les activités de tout un chacun sur le réseau, que de mettre, par exemple, un flic dans le métro pour s'assurer que toute personne qui chante ne reprend pas un tube existant ou quelque chose qui appartient à quelqu'un. Exactement, c'est tout le côté paradoxal de Internet qui est né quand même dans les milieux libertaires, même si c'est apparu au tout début dans les milieux de l'armée. C'est vraiment les techniciens libertaires américains, les universitaires qui se sont récupérés la chose. Et c'est vrai que c'est un outil qui en lui-même n'est pas méchant ou mauvais, mais va quand même changer la donne. Et il peut être utilisé pour promouvoir la démocratie ou au contraire pour construire un système fasciste. Et en l'espèce, je veux bien reconnaître que c'est pas à l'industrie culturelle d'avoir des choix politiques qui cherchent simplement à protéger leurs intérêts, mais les hommes politiques, parce que c'est quelque chose de virtuel, ne comprennent pas vraiment les conséquences de la loi qu'ils ont pu voter, qui permet réellement un flicage de l'ensemble des internautes. Alors, ce flicage, à mon sens, peut être dangereux. Je répète que l'utilisation de l'Internet, l'utilisation de ces systèmes de surveillance, c'est pas méchant lui-même, ça n'est qu'une technique, mais ça peut être très mal utilisé. Et quand on voit que l'industrie culturelle va sous-traiter à des officines privées la surveillance des internautes, ce qui a déjà commencé, il y a déjà 2 ou 3 sociétés françaises qui se sont créées pour faire cela, eh bien, on va se retrouver dans un système très paradoxal, c'est-à-dire que ça n'est plus la justice, ça n'est plus la police qui s'occupe de surveiller, ce sont vraiment des sociétés privées. Et ça, c'est un modèle qui n'est pas, pour moi, un modèle démocratique, et que c'est pour ça que je cherche à le combattre. Alors avant d'arriver, de vraiment développer les questions du flicage, moi je vous propose de prendre des affaires de jurisprudence un peu signifiantes. On se rappelle, alors je crois il y a de mémoire, c'était fin de l'année dernière, un monsieur qui avait téléchargé beaucoup de films et au bout du compte, au procès, il n'a rien eu parce que on a dit que c'était pour son usage privé. Oui. Alors je vous parlais tout à l'heure des exceptions au droit d'auteur. Et je vous énumérais le droit de citation, je vous parlais pas du droit de la caricature, mais il existe aussi, et le droit à la copie privée. Alors, droit à la copie privée, c'est quoi? Ça a été mis dans la loi de 1957, je dis bien, qui a été codifiée en 92, si ma mémoire est bonne. Le droit à la copie privée, c'est tout simplement la possibilité pour la personne qui possède, au sens juridique, non, même pas l'original, qui possède une œuvre, un bouquin par exemple, qui l'a emprunté, qui l'a loué, qui l'a acheté, etc., d'en faire une copie destinée à son propre usage. Tout simplement parce que la loi de 57, même si elle a des origines très très directes dans une commission qui avait été créée par Vichy en 1942, au moins elle a respecté sur ce plan-là les libertés individuelles, c'est-à-dire que les droits d'auteur, ça s'arrête tout simplement à la porte du domicile des utilisateurs. Il y a quelque chose que je comprends pas bien. Vous venez de dire, si on possède ou même si on a loué, oui. Par exemple, on n'est plus dans Internet, mais si je loue un DVD et que je décide de le graver sur mon ordinateur, j'ai tout à fait le droit de le faire. Alors, je ne suis pas en infraction. C'est mon interprétation. Faut savoir qu'il y a une divergence de jurisprudence, une divergence de doctrine sur le sujet.
Bon, je ne suis pas trop méchant en disant qu'en règle générale, ceux de mes collègues universitaires qui pensent que c'est interdit sont des gens qui travaillent pour l'industrie culturelle. Donc il y a peut-être une petite partialité de ce côté-là. Moi, je soutiens que le droit à la copie privée n'impose pas de détenir l'original. Ça n'existe pas. Cette disposition n'existe pas dans le code de la propriété intellectuelle. Simplement dit que l'on peut faire une copie privée. On ne précise pas s'il faut avoir acheté l'original ou pas. Alors, je reviens encore, je me permets d'insister sur cet exemple de ce monsieur qui téléchargeait des films. On a donc quelqu'un qui a été relaxé de tout, pas de peine de prison, pas de peine, pas d'amende. Et on a un autre, lui par contre pour la musique, qui s'est fait avoir, quoi. C'est-à-dire on a eu comme ça en parallèle deux procès, un qui plein de musique, c'était un prof de philosophie, je crois, de mémoire. Oui. Et alors lui, il a pris par contre. Alors c'est un peu, on est dans une dichotomie. De poids de mesure. Non, pas de poids de mesure. Ce qu'il faut comprendre, c'est comment se forme le droit et plus précisément la jurisprudence. Il y a un texte de loi qui apparaît. Ce texte de loi, les universitaires vont le commenter, et puis peu à peu il va être appliqué. Il va y avoir des procès, un avocat va plaider telle position, l'avocat adverse va évidemment plaider la position inverse, et puis il va y avoir une décision de justice qui va dire blanc, qui va dire noir, peu importe. Après, il y aura une seconde décision de justice. Ça va aller ensuite en cour d'appel, puis enfin en cour de cassation. Ça peut prendre 2, 3, 5, 10 ans. La jurisprudence se forme. Simplement, c'est une sorte un petit peu comme la sélection naturelle, quoi. C'est une tentative réussie ou ratée, et puis c'est la cour de cassation qui va mettre un terme en disant maintenant on juge blanc. C'est pour ça que en l'espèce, puisque la loi n'était pas préexistait à l'internet et au peer-to-peer, certains juges ont pensé blanc parce que certains de mes collègues universitaires écrivaient blanc, puis d'autres juges ont décidé noir parce que d'autres collègues universitaires écrivaient noir. Il n'y a pas de poids de mesure en l'espèce. C'est quand même très surprenant. Ça veut dire que sur ces questions-là, c'est absolument pas le législateur qui décide ce qu'il en est, mais ce sont les juges. C'est quand même, alors, moi je trouve ça un peu bizarre. C'est effectivement un peu choquant. Alors, c'est effectivement un petit peu choquant, mais ça, c'est dû à la complexité croissante du droit. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a encore un siècle, et ça c'était l'idéal de la philosophie des Lumières, c'est ce qu'on a fait en 1804 avec le Code civil, c'est que n'importe quel honnête homme, c'est-à-dire homme sachant lire, écrire et réfléchir, était capable de savoir ce qui était interdit et ce qui ne l'était pas. Cet idéal-là n'existe plus du tout, effectivement, dans les faits. Parce que le droit est devenu tellement compliqué que le meilleur spécialiste d'un domaine précis n'est jamais sûr d'être parfaitement au point. Et moi-même, de temps en temps, si je laisse passer 2-3 mois sans m'intéresser à un des domaines touchant aux nouvelles technologies, eh bien, il m'arrive de m'apercevoir que les choses ont un petit peu évolué. C'est très très choquant pour le juriste que je suis, d'autant plus que ça reste juridiquement licite, ça reste juridiquement légal. C'est-à-dire que c'est pas anticonstitutionnel de compliquer la loi à loisir, mais en revanche, c'est plus un système démocratique. D'accord. Moi, je voudrais arriver à un autre problème qui est peu relevé, c'est la schizophrénie de toutes ces majors qui, en fait, se font de l'argent tout en combattant le fait que les utilisateurs d'internet se servent du peer-to-peer, mais en même temps ils mettent sur le marché des MP3, des lecteurs MP3, des choses pour télécharger. Ils vendent eux-mêmes les DVD vierges, alors qu'on sait très bien à quoi sert un DVD vierge.
Enfin, c'est dans la pratique courante, c'est pas pour copier les DVD qu'on a chez soi. C'est donc au bout d'un moment, faut essayer de comprendre ce double jeu quelque part. Enfin, j'aimerais bien avoir votre sentiment là-dessus. Alors, je vais vous laisser le terme de schizophrénie appliqué à l'industrie culturelle. En revanche, le DVD vierge ou le CD vierge, ça peut être utilisé pour beaucoup de choses très très différentes. Moi, j'en utilise beaucoup. D'abord parce que sans être paranoïaque, je fais assez souvent des sauvegardes. Même si je suis pas sous certains systèmes d'exploitation qui sont de notoriété publique relativement fragiles, je suis un utilisateur de Linux, mais en revanche, assez régulièrement, je fais des sauvegardes de mes disques durs, etc. Étant utilisateur de Linux, eh bien, il m'arrive assez souvent de copier, ce qui est parfaitement, en tant que logiciel libre, on peut parfaitement le copier pour le redistribuer. Assez souvent, j'en fais des copies pour mes étudiants, pour des collègues, pour des amis. Tout ça, ça ne nuit évidemment pas à l'industrie culturelle, et pourtant, à chaque fois que je grave Linux, ça va rapporter de l'argent à Johnny Hallyday. Mais vous pouvez expliquer ça? À chaque fois que vous gravez Linux, ça rapporte de l'argent à Johnny Hallyday? Oui, bien évidemment, parce que tous les supports vierges, parce que l'industrie culturelle est arrivée à faire croire à l'ensemble de la population, donc aux décideurs politiques, donc aux législateurs, que les supports vierges, ça ne servait qu'à violer les droits d'auteur, eh bien l'ensemble des supports vierges, ça a commencé par la cassette audio, puis la cassette vidéo dans les années 80, et maintenant, depuis 1989 ou 2000, le CD et le DVD. Et à chaque fois, il y a une taxe qui est versée à l'industrie culturelle pour compenser le soi-disant manque à gagner. Non, mais il y a une question simple maintenant, c'est est-ce que vous téléchargez vous-même? Alors, très sincèrement, non, je ne télécharge pas moi-même pour deux raisons. La première, c'est que je trouve pas forcément ce qui m'intéresse d'un point de vue musical sur les réseaux de peer-to-peer. C'est sans doute pas d'ailleurs la raison majeure. C'est surtout que contrairement à ce que l'on raconte certaines des personnes qui ne m'apprécient pas, je respecte beaucoup les droits d'auteur. Non seulement je suis auteur en tant qu'universitaire, mais également j'ai sous pseudo d'autres activités littéraires qui n'ont rien à voir avec le droit, et je suis même éditeur. Donc beaucoup les droits d'auteur, mais l'ensemble des droits d'auteur, c'est-à-dire que le droit d'auteur, c'est pas forcément le droit de l'industrie culturelle. Donc pour vous répondre très simplement et très sincèrement, non, je ne télécharge pas. Je sais télécharger, je sais comment j'ai essayé, j'ai installé des logiciels pour voir comment ils fonctionnaient, mais en pratique, non. Alors donc vous prêchez le droit à la copie privée d'un point de vue juridique, mais d'un point de vue personnel, vous ne touchez pas, quoi. Il m'arrive de temps en temps de faire de la copie privée. Je suis un amateur de musique baroque en particulier depuis l'âge de 15 ans, j'en ai 47. C'est-à-dire que j'ai des disques vinyles. Et de temps en temps, j'ai envie d'écouter ces disques vinyles dans un endroit où il n'y a pas de platine vinyle, je grave les disques en question. De temps en temps, il m'arrive de mettre de la musique que j'aime, soit sur mon ordinateur, c'est-à-dire je pioche dans ma discothèque, je dois avoir 7 ou 800 enregistrements, mais que j'ai achetés. Hein, oui, et j'en fais des copies, et à chaque fois ça rapporte de l'argent au major, alors que je trouve par cela parfaitement illégitime, bien évidemment. D'accord, alors moi j'ai envie de parler maintenant du recensement. Comment on fait pour recenser tous ceux qui sont considérés par la loi comme pirates? Vous nous avez parlé tout à l'heure de 2 ou 3 sociétés privées. Alors elles sont mandatées par qui? Comment elles fonctionnent? Il me semble qu'il y a eu des histoires de brevets, des petits problèmes sur le fait de recenser les gens. Il n'y avait pas le droit parce que le brevet n'était pas déposé, donc c'était le serpent qui se mordait la queue. On en est où là? Est-ce que tout le monde qui télécharge une seule fois est repéré dans un fichier? Non, tout le monde est repérable. Tout le monde est repérable. Tout le monde est repérable, parce que quand on se connecte sur Internet sans prendre de précautions, eh bien on laisse des traces. Il est pas impossible de ne pas laisser de traces, mais enfin il faut y faire un petit peu attention. Moi je suis suffisamment adroit avec un ordinateur pour ne pas laisser de traces si je souhaite ne pas en laisser, mais c'est pas le cas de l'utilisateur, de l'internaute moyen. Donc tout le monde est repérable. Mais d'accord, mais maintenant ça se passe comment? Est-ce que c'est légal d'abord de repérer tout ce qu'il y a sur le disque dur de quelqu'un? Alors ça fait partie des choses que j'ai pas appréciées dans cette loi droit d'auteur, droit voisin dans la société de l'information, qui rend effectivement ce genre de requête licite. C'est-à-dire que
pour moi, il est légitime de lutter contre la contrefaçon, mais contre la contrefaçon professionnelle. Personne qui soit achète un CD ou un DVD, soit le télécharge quelque part, et en grave et en commercialise des centaines, des milliers ou des dizaines de milliers d'exemplaires, comme ça se passe par exemple dans le sud-est asiatique. Bon, ça, il est normal de poursuivre, c'est normal de condamner. En revanche, le petit grappilleur, le petit resquilleur de cours de récréation, là, en revanche, je pense que c'est parfaitement illégitime de le poursuivre comme ça s'est déjà fait. C'est-à-dire, en gros, que l'industrie culturelle est en train de faire la guerre à ses clients. Une guerre à ses clients, pour moi, c'est une guerre qui est toujours perdue d'avance, et j'espère que celle-là, ils vont la perdre aussi. Très bien. Alors, j'insiste encore sur la question. Quelles sont ces sociétés privées ? Alors, j'aurais du mal à vous citer leurs noms parce que je n'ai pas beaucoup de mémoire, mais je pourrais vous les retrouver si vous voulez. Vous pourrez les remettre sur la page web en rapport avec l'émission. Ce sont des sociétés privées qui sont créées, ce sont des start-up qui sont missionnées par l'industrie culturelle pour faire cela. Et elles ont déjà commencé à montrer ce qu'elles savaient faire avant la loi droit d'auteur droit voisin, et la loi droit d'auteur droit voisin leur permet de faire cela de façon difficilement contestable à mon avis. Moi j'ai une question de Béotien, que fait la CNIL la Commission nationale informatique et liberté. J'allais y venir. Bon, je vais essayer de mesurer mes paroles. La loi de 78 était une loi qui répondait encore à cet idéal du début du 19e siècle de clarté, qui était sans doute pas très très facile, parce que parler d'informatique en 1978, on n'avait sans doute pas le recul qu'on a actuellement. Cette loi, dans le contexte de l'époque, était plutôt bien faite, même si elle était un petit peu tournée vers l'informatique d'un grand-papa. Cette loi, c'est celle qui crée la CNIL. La loi de 78 qui crée la CNIL. Excusez-moi, l'ennui, c'est que d'une part, la CNIL s'est, comment dirais-je, un petit peu endormie au fil des temps. On lui a pas réellement donné tous les moyens d'eux. Sa principale activité, dont j'aime pas trop tirer sur l'ambulance, mais enfin, c'était quand même de sortir un rapport annuel. Et la loi a été réformée en 2004 et a retiré à la CNIL les rares pouvoirs qu'elle n'avait d'ailleurs pas utilisés. C'est-à-dire que jamais la CNIL, depuis 1978, ne s'était opposée à ce qu'une loi soit votée. Elle avait juste assorti les lois de réserve. Ce droit d'opposition a disparu en 2004. De même que beaucoup d'autres dispositions protectrices de la vie privée. La réforme de 2004 a renié les minces pouvoirs que la CNIL avait et qu'elle n'utilisait d'ailleurs relativement pas. C'est-à-dire que c'est vraiment de la réforme poudre aux yeux. En plus, le président actuel de la CNIL, Alex Türk, c'est quelqu'un qui a vu son intérêt personnel pour arriver à la direction de la CNIL, et de temps en temps il essaye de faire un petit peu de bruit médiatique pour exister sur la scène nationale, mais en pratique la CNIL valide à peu près tout ce qui peut être choquant dont nous parlons aujourd'hui. Donc soyons clairs, aucun contre-pouvoir aujourd'hui en France pour empêcher les majors ou l'industrie culturelle en général de fliquer tous les utilisateurs du web et d'internet en général. On peut hélas résumer la situation actuelle comme ça. Oui. Il y a des associations quand même, non ? Heureusement, mais l'ennui c'est qu'il est toujours plus facile de faire peur en criant haro sur le loup plutôt que de dire que le loup, finalement, c'est juste un pauvre renard affamé. C'est une constante. Ceci dit, factuellement, on a eu beaucoup de menaces, etc., mais des procès, il y en a eu très peu. Oui, mais c'est pas pour ça que c'est pas dangereux d'un point de vue démocratique. C'est-à-dire que on cherche à interdire tout et n'importe quoi. Ouais, faire des exemples. Ouais, c'est ça. Et puis sortir comme ça du chapeau une loi qu'on n'avait jamais utilisée ou qu'on utilise une fois tous les 2 ans, simplement pour faire un exemple, pour faire peur. C'est-à-dire qu'on interdit tout et n'importe quoi, et ça dilue complètement un vieux principe qui est le principe de l'égalité. L'égalité en un seul mot, c'est-à-dire la légalité des délits et des peines. C'est-à-dire que est interdit un certain nombre d'actions très très déterminées, et puis ce qui n'est pas interdit, ce que certains appellent un vide juridique, c'est tout simplement la liberté. Là, avec les réforme de la réforme, je pense par exemple à la procédure pénale, je regardais ça l'autre jour avec mes étudiants, la procédure pénale a été réformée 5 fois depuis 2000. En 6 ans, il y a presque une réforme par an.
soyons clairs, les Elle a été juges, les réformée magistrats... Combien de temps avant, excusez-moi ? Pardon ? Elle a été réformée combien de fois pendant les 30 dernières années ? La réforme était quand même moins rapide D'accord. et laissait, même si c'est toujours un petit peu trop rapide, laissait quand même un petit peu le temps à la jurisprudence. Je vous parlais de la formation de la jurisprudence tout à l'heure, laissait quand même un petit peu à la jurisprudence le temps de se former. Maintenant, les meilleurs spécialistes, les magistrats, les avocats n'ont même plus le temps de se former à la nouvelle réforme que on réforme la réforme. D'accord. On ne laisse pas le temps au temps. Non, on ne laisse pas le temps au temps et le droit ne se fait qu'avec le temps. Bon, toujours pour parler de ces moyens de flicage, on va en arriver. Bon, alors on flique ce que les gens téléchargent par le biais du peer-to-peer pour voir en gros la différence si c'est par exemple des films de vacances qu'on s'envoie par un moyen pour aller vite, ou un concert, ou je sais pas, des musiciens dans la rue, et si c'est pas le dernier album de Madonna pour faire court. Mais il y a aussi le flicage des emails. Moi j'ai entendu parler dernièrement qu'un utilisateur des messageries comme Skype et MSN, qu'il y aurait de la part de Microsoft des moyens, des déclencheurs par rapport à certains mots, alors pour lutter, je sais pas, contre le terrorisme, j'imagine, des choses comme ça. Vous avez des informations à ce sujet, parce que c'est des choses qu'on ignore totalement, nous. Oui, alors sur Skype, non pas précisément, mais sur l'utilisation du mail, oui, bien sûr, vous avez sans doute entendu parler de ce réseau qui s'appelle le réseau Échelon, qui existe depuis la Seconde Guerre mondiale, sous des terminologies différentes, et qui permettait à l'époque d'écouter les communications radioélectriques, et qui permet, entre autres maintenant, de violer l'intimité des internautes, c'est-à-dire de lire le contenu des emails. Parce qu'il faut bien dire à l'ensemble des utilisateurs d'Internet qu'un email voyage avec une confidentialité égale à la carte postale aux yeux du facteur sur Internet. C'est-à-dire que n'importe quelle personne ayant accès à Internet légalement ou illégalement, en tant que technicien, peut lire le contenu de vos messages. Mais il faut s'y connaître là, quand même. J'ai les connaissances, en tant que juriste, j'ai les connaissances suffisantes pour le faire, même si c'est pas légal de le faire, pour moi, dans mon rôle. C'est-à-dire qu'un technicien informatique, c'est-à-dire un égoutier du réseau, si vous me permettez cette expression, qui est là pour déboucher le réseau quand le réseau est bouché, peut prendre connaissance du contenu de vos mails quand ils ne sont pas cryptés. Il existe des logiciels de cryptage. La cryptage, c'est-à-dire c'est un petit peu ce qu'on utilisait dans les cours de récréation pour dissimuler les mots secrets aux yeux de la maîtresse ou de l'instituteur. Quand j'étais gamin, on va dire que A est B, et puis B est C, etc. Et puis on écrit de façon cryptée. Ça, c'est du cryptage. Ce genre de logiciel existe, mais en pratique est relativement peu utilisé, y compris par les gens qui auraient besoin de se protéger. D'accord. Donc aujourd'hui, on envoie essentiellement des cartes postales, mais pas de lettres sous enveloppe. Exactement. Et il faut vraiment sensibiliser le public en expliquant que il n'y a pas que les pirates, il n'y a pas que les terroristes qui sont susceptibles d'utiliser la cryptographie. Il y a une dizaine d'années, quand je commençais à militer pour la libéralisation de la cryptographie, j'avoue que j'avais beaucoup de mal à faire passer le message. Depuis, la loi a été modifiée, on peut utiliser une cryptographie relativement légère, c'est-à-dire qui est, en cas de besoin, ce qui est légal en France, c'est quelque chose qui est décryptable, mais pas si facilement que ça. Je pense que c'est une cote mal taillée, on a ménagé la chèvre et le chou, pour le moment c'est à peu près acceptable, mais en pratique, peu de gens utilisent la cryptographie. Et vous cryptez vos mails, vous ? De temps en temps, oui, et pas forcément parce que j'ai des choses à cacher. Oui, tout simplement, je crois qu'en fait, on est protégé surtout par la masse. C'est-à-dire que si j'envoie ce que je fais en moyenne 1 à 2 fois par jour, un mail crypté, si quelqu'un, pour une raison légale, c'est-à-dire un magistrat a demandé à un policier ou à un gendarme de surveiller ma correspondance électronique privée parce que il suspecte que j'ai commis une infraction, ça c'est parfaitement légal, ou de façon illégale, quelqu'un qui cherche à savoir ce que je peux écrire dans mes mails, s'il déchiffre une dizaine de mails qui sont parfaitement anodins, je serai un petit peu protégé et ça risque de le décourager et de mettre en place en quelque sorte des sas de motivation, des bassins de décantation de sa motivation. Là on est toujours sur le problème du recours, parce que faut une lettre du procureur qui admette ce genre de choses. On sait très bien que pour les écoutes téléphoniques, on a assez d'histoires en France pour savoir que les écoutes téléphoniques
téléphonique diligentée par l'État, on prenait pas forcément le protocole nécessaire pour effectuer ces opérations. Donc on peut se dire que sur Internet, n'importe quelle personnalité, écrivain, intellectuel, un peu subversif, doit être lu en fait. C'est possible, je suis nullement paranoïaque, mais c'est possible quand on voit un passé relativement récent, soit la Ve République. Effectivement, il y a eu, d'ailleurs, de toutes les tendances politiques, ce genre de pratiques qui sont pas admissibles dans un contexte démocratique. C'est pour ça d'ailleurs que la loi de 92, j'ai pas une grande mémoire des chiffres, je sais plus si c'est la loi de 91 ou 92, sur le secret de la correspondance téléphonique, a été votée, mais elle a été votée tout simplement à la suite d'une condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme. Oui, alors Sébastien Canvet, moi j'aimerais revenir au droit d'auteur. J'ai parmi mes amis des personnes, alors ça va surprendre certains auditeurs, mais qui refusent d'un point de vue moral de se servir du peer-to-peer ou de télécharger, parce qu'ils estiment que tout travail mérite salaire, qu'un auteur qui a travaillé pour faire une œuvre musicale devrait pouvoir être rétribué. Et ça les énerve beaucoup de voir des gens qui ont largement les moyens de s'acheter ce travail d'auteur, avoir cette logique de se dire attendez, moi je veux pas payer si c'est gratuit. Vous voyez, cette logique de gain petit, ça les énerve beaucoup. Et on se dit qu'effectivement il est normal qu'un auteur soit rétribué. Alors comment est-ce que vous vous situez par rapport à ça, par rapport au droit d'auteur Il est parfaitement normal que l'auteur, que l'éditeur soit rétribué, c'est une évidence. J'encourage à vos amis à continuer d'acheter, c'est pas la question. En revanche, oui, par rapport au piratage. Oui. Alors, en revanche, par rapport au piratage. Alors, je n'aime pas ce mot de piratage pour désigner quelque chose qui, en fait, pour moi, est légal, c'est-à-dire la copie privée. Quelque chose qui est autorisé par le Code de la propriété intellectuelle, c'est quelque chose de légal. Je pense que d'un point de vue économique, en plus, ça n'est pas forcément contraire aux intérêts de l'industrie culturelle. C'est-à-dire que soyons clairs, toute personne qui va télécharger, par exemple, 10 000 morceaux musicaux, c'est pas une perte, c'est pas du vol, contrairement à ce qu'essaye de nous faire croire la SACEM et Universal. C'est au pire un manque à gagner. C'est un manque à gagner, et encore dans l'hypothèse où la personne qui a téléchargé légalement ou illégalement, la question n'est pas là, mais qui a téléchargé 10 000 morceaux musicaux, si elle les avait achetés, si elle n'avait pas pu les télécharger. Ça n'est vrai que dans ce cas-là, que c'est un manque à gagner. En tout cas, pas une perte. Je suis absolument persuadé que quand vous téléchargez 10 000 morceaux de musique, vous les auriez pas achetés. Donc ce genre de calcul, c'est un calcul qui est faux. Ceci dit, il ne faut pas oublier que le droit d'auteur s'est fait depuis 150 ans sur la technique de l'époque. C'est-à-dire que éditer, en tant qu'éditeur, j'en sais quelque chose, c'est cher. Éditer un bouquin, éditer un film, éditer de la musique, ça a un coût. Il n'y a pas seulement le coût de la production intellectuelle ou artistique, il y a aussi le coût de la diffusion, le coût de l'impression, la logistique. Avec l'Internet, justement, ce genre de coût devient parfois complètement négligeable. C'est-à-dire que le coût de la création intellectuelle, de la création artistique est le même. Mais en revanche, la diffusion peut être complètement dérisoire. Le coût de la diffusion peut être complètement dérisoire. C'est-à-dire que j'écris un article, je peux le diffuser à la planète entière. À titre d'exemple, sur mon modeste site perso, j'ai encore, je dis encore parce que depuis que je l'entretiens de façon irrégulière, la fréquentation a beaucoup baissé. Enfin, j'ai quand même pas loin de 800 visiteurs uniques par jour, ce qui n'est pas si mal. Je dois avoir 10 à 12 000 abonnés à ma lettre d'information. Et tout ça, ça va me coûter le nom de domaine, l'hébergeur, et puis la connexion Internet. Oui, rapporté au nombre d'abonnés ou de lecteurs. C'est dérisoire. C'est dérisoire. Jamais avant dans l'histoire de l'humanité, on
on avait eu la possibilité de diffuser de l'information à aussi bon compte. Oui, mais alors comment rétribuer les auteurs pour leur travail intellectuel, ou créatif d'une façon générale? C'est un petit peu une question piège, ça, parce que d'abord, je ne suis pas économiste, hein, et ensuite, il y a diverses réponses possibles. C'est-à-dire que c'est vrai que le modèle économique de la rentabilité de ce que l'on met sur le réseau n'est pas forcément complètement assuré. Mais à mon sens, on peut utiliser parfaitement la diffusion d'informations sur le réseau, par exemple, pour une multinationale de l'industrie culturelle, simplement en permettant de télécharger gratuitement tel ou tel morceau musical. Il vous a plu, achetez-nous le reste. Ça peut être un modèle qui fonctionne. C'est-à-dire que vouloir vendre immédiatement le moindre morceau de musique par fichier MP3 aussi cher que le support physique, je trouve que c'est pas une bonne technique. C'est pas en faisant payer l'hameçon et l'asticot au poisson qu'on va faire une pêche fructueuse, quoi. Oui, enfin là on est sur les maisons de disques, oui. Ou d'une façon générale l'industrie culturelle. Comment est-ce qu'ils peuvent gagner de l'argent? En gros, ce que vous dites, c'est qu'il ferait mieux de vendre du service plutôt que du support. Exactement. Ça, c'est une chose. Mais j'en reviens aux auteurs, moi, oui. Quand même à la création. Comment est-ce qu'on rétribue un créatif si ce qu'il a fait plaît au public? C'est-à-dire si vraiment il a des clients, entre guillemets. Est-ce que vous avez remarqué, j'ai du mal à répondre parce que je vous ai dit, je ne suis pas économiste, je ne suis qu'un modeste juriste, mais est-ce que vous avez remarqué que le spectacle vivant a un regain d'intérêt aux yeux du public depuis quelques années? Est-ce que ça n'a pas justement un rapport avec, d'une part, la politique, à mon avis, contre-commerciale de l'industrie du disque, qui a tendance à retirer de son catalogue tous les artistes qui sont pas suffisamment rentable à ses yeux. Et maintenant, le ticket d'entrée pour entrer dans une maison de disques, j'ai cru comprendre que maintenant, c'était plus 50 000 albums vendus par an, mais c'était plutôt 200 000. Et vendre 200 000 albums par an, c'est autre chose. Et je pense sincèrement que l'industrie culturelle est en train de creuser sa propre tombe, simplement en essayant de faire je sais pas quelle est l'expression française pour dire du blockbuster, c'est-à-dire des choses qui se vendent, qui cartonnent, etc., au détriment de la véritable création. Donc on est dans une culture du jetable de toute façon. Donc ce que vous êtes en train de nous dire, c'est malheureusement l'explication qu'ils donnent à tout va, ils perdent de l'argent à cause des téléchargements sur le peer-to-peer. C'est en fait qu'ils feraient du travail un peu moyen d'un point de vue créatif, tout en les défendant. D'une part, et puis d'autre part, faut pas oublier qu'avec la multiplicité de l'offre culturelle, le budget des Français n'est pas forcément extensible non plus. C'est-à-dire que quand on entend l'industrie culturelle qui compare sa chute de vente, sa chute de chiffre d'affaires, c'est-à-dire qu'ils gagnent un tout petit peu moins de sous, ils ont un tout petit peu moins de bénéfices par rapport à 2000. Pourquoi par rapport à 2000? C'était toujours par rapport à 2000. Je pensais tout d'abord que c'était parce que c'est un chiffre rond qui sonne bien. C'est pas du tout, c'est que c'est le record de vente toute catégorie de toute l'histoire de l'industrie musicale. Donc on compare par rapport au plus fort pour montrer que ça baisse. Intéressant. Belle manipulation. Je ne vous le fais pas dire. Alors ça, c'est la première chose. Et puis la seconde chose, c'est que depuis 2000, le DVD s'est généralisé. Il y a de plus en plus de DVD. Moi, j'avoue que j'achète un petit peu moins de CD musicaux parce que maintenant, en plus, j'achète des DVD. Donc peut-être aussi que le déclin de vente de l'industrie musicale, c'est peut-être dû parce qu'il y a aussi l'industrie vidéo qui monte en puissance. D'accord. Et quels sont finalement alors les modèles qui pourraient permettre aujourd'hui, vous dites que vous êtes vous-même éditeur, quels sont les modèles qui pourraient permettre via Internet à une personne qui donnerait finalement un libre accès à sa création de quand même gagner de l'argent? Enfin, même si vous n'êtes pas économiste, vous en connaissez quelques-uns. Oui. À titre personnel, dans une petite maison d'édition associative, c'est bien simple, on met l'intégralité au format PDF des bouquins que nous éditons. C'est-à-dire que les gens, on met absolument tout, c'est-à-dire que les gens peuvent lire le bouquin. Et les gens, franchement, moi qui utilise beaucoup Internet, je pense que c'est votre cas aussi, quand quelque chose nous intéresse, on l'imprime. Moi j'ai des milliers, peut-être des dizaines de milliers de pages imprimées depuis 10 ans que l'Internet s'est popularisé en France. Moi qui ai la mémoire visuelle, j'ai des dizaines de papiers qui sont imprimés de la même façon, pas bien mis en page, pas reliés, et je n'arrive plus à me retrouver dans ces informations. Quand j'ai le choix, puis en plus, vous téléchargez un bouquin qui fait 150 ou 200 pages, l'imprimer, ça prend du temps, puis ça coûte cher. Bien souvent,
qu'est-ce que je fais? Un bouquin intéressant que je peux le consulter. Je regarde s'il m'intéresse, je lis un chapitre, j'imprime éventuellement un chapitre, je lis à l'écran, etc. Si ça me plaît beaucoup, je l'achète. Sauf s'il a un prix absolument délirant. Donc c'est à mon avis une des façons de faire, un des modèles qui fonctionne. Bon, en tout cas, c'est celui que j'expérimente avec ma petite maison d'édition. Et alors avec la musique, on peut imaginer que l'idée d'une personne qui a un petit peu de moyens devant elle, c'est de pas s'ennuyer à graver, etc., mais acheter directement le CD, parce qu'en plus elle aura un joli CD, une belle pochette, et puis des informations supplémentaires. Est-ce que franchement, moi j'ai des parents qui commencent à être un petit peu âgés, ils ont 75 ans, ils aiment beaucoup la musique, je vais leur offrir un CD, je me vois pas du tout leur offrir un fichier MP3. Ouais. Certes, ça fait un peu, certes. Mais donc pour conclure un petit peu sur ces histoires de téléchargement, est-ce qu'on n'est pas dans la... Parce que par exemple, si on parle de la presse et d'internet, pour certains, beaucoup en tout cas défendent ceci, que la presse papier est en train de se faire tuer par internet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vrai que depuis que ça s'est démocratisé à ce point-là, beaucoup de gens regardent le programme télé sur internet, regardent les infos sur internet, regardent la météo sur internet. Est-ce qu'on peut pas se dire qu'au bout du compte, il va falloir jouer avec ce nouveau média que maintenant tout le monde a, et peut-être qu'il va falloir trouver des solutions qui vont avec l'égal au lieu de... Et il est évident qu'Internet, ça change beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses, comme l'imprimerie au XVe siècle a changé énormément de choses. L'imprimerie, est-ce qu'elle est venue tuer l'écriture manuelle? Bien évidemment non. Elle a remis l'écriture manuelle à une certaine place. On a mis quelque chose à côté en plus. Je pense que l'Internet, c'est quelque chose qui va venir en plus de l'édition papier, de la radio, de la télévision. C'est vrai qu'on peut plus faire de l'édition papier, de la radio ou de la télévision aujourd'hui comme on la faisait hier. C'est vrai que ça change les choses. Et c'est vrai que l'industrie culturelle, la presse, a des questions à se poser. Mais il y a certaines choses, effectivement, qui n'ont plus beaucoup de légitimité. Est-ce qu'il est utile de consacrer un quart de page de journal quotidien pour les prévisions météo du lendemain? Aujourd'hui, il y a, je crois, 25 millions d'abonnés à Internet, il y a au moins 10 ou 12 millions d'utilisateurs réguliers. Ça va continuer à augmenter dans l'avenir. C'est vrai qu'il y a tout un tas de choses, je pense à la rubrique météo puisque vous en parlez, qui n'ont plus vraiment leur légitimité dans la presse papier. C'est pas pour ça que la presse papier va disparaître. La meilleure preuve en est que le pays au monde, c'est vrai que la presse française, c'est pas très très bien, je sais plus quel est le nombre de quotidiens vendus par milliers d'habitants en France, mais ça doit être 170, 180 quotidiens pour 1000 habitants, quelque chose comme ça. Faudrait vérifier, mais ça n'a pas beaucoup changé, je pense. Il se trouve que le pays le plus technophile de la planète, à savoir le Japon, où on peut recevoir la télévision sur son téléphone, etc., vend 600 quotidiens pour 1000 habitants. C'est bien la preuve que ça va pas tuer la presse écrite. D'accord. Bon, je vous propose de faire une petite pause dans cette interview avec un petit questionnaire de personnalité qui est un peu traditionnel à RVL. Donc c'est un questionnaire de personnalité pour mieux vous connaître, bien sûr. Et bon, c'est un peu du côté de Proust, façon trafiquée. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Je vous écoute. Alors, Sébastien Cannevet, votre meilleur défaut selon vous? Mon meilleur défaut, c'est ma gentillesse. D'accord, votre pire qualité? Ma pire qualité, je crois que c'est cette trop grande gentillesse qui se retourne souvent contre moi. Si vous deviez quitter la France, vous choisiriez quel pays ou ville en premier? Londres, probablement. Je suis pas anglophile, je suis parfaitement anglomane. C'est-à-dire que l'anglophilie, c'est une propension à aimer la Grande-Bretagne, alors que l'anglomanie, c'est une véritable maladie, peut-être contagieuse, mais en tout cas inguérissable. D'accord, et en dernier pays où vous iriez? Par méchanceté, je dirais l'Allemagne. Pour quelle raison? Ils ont beaucoup de qualités, mais enfin, ils ont quand même un petit peu d'humour, et même si ce sont des gens très organisés, donc un petit peu de fantaisie à mes yeux. Alors, votre écrivain français préféré? Voltaire. Voltaire, votre écrivain étranger préféré? Mon écrivain étranger préféré, Conan Doyle. Conan Doyle. Les raisons et probabilités de votre mort? J'aimerais mourir très vieux. J'avais déjà écrit mon épitaphe. En fait, je l'ai écrite, je l'ai volée à un autre, ici Sébastien Cannevet, qui résista 99 ans à tous les plaisirs de la vie. Très bien. Le film que vous avez le plus vu? Le plus vu?
Ah, je crois que c'est Sacré Graal, Monty Python. Très bien. La première personnalité politique que vous avez admirée? Première personnalité politique que j'ai admirée, j'ai du mal à admirer l'intégralité d'une personnalité politique, mais je pense que ça peut être Winston Churchill, malgré tous ses défauts. Votre devise, citation ou aphorisme préféré? Je suis sur Terre, au moins en partie pour m'amuser. Si vous étiez un poème? Putain, un poème. Je ferais sans doute un petit distique drôle, ce que font davantage les Anglais d'ailleurs que les Français. Si vous étiez une arme? Une arme, je serais probablement une arme très, très, très jolie, très élégante, et je l'espère parfaitement inutile. Le plus beau rêve que vous ayez fait? Le plus beau rêve, ce serait de rencontrer Sherlock Holmes. Le pire cauchemar? Le pire cauchemar? Que Sarkozy soit élu en 2007. Le jeu auquel vous aimez jouer? J'adore jouer, je joue à 1000 jeux. Le jeu auquel je préfère jouer, c'est le jeu. C'est vaste. Hein. Le jeu du moment que c'est pas un jeu d'argent. Ah. L'album de musique que vous avez le plus écouté? Le Miserere d'Allegri. Ah. Et avant-dernière question, vous préférez le Dieu laïque de Kant ou le diable dépeint par Balzac dans La peau de chagrin? Je préfère le diable au bon Dieu. Et la période de votre vie où vous avez été le plus heureux? Je pense que c'est à partir de demain. Alors Sébastien Cannevet, retour dans le droit et l'internet, et pour nous intéresser maintenant à la liberté d'expression, au droit de la presse sur internet. Première question très générale finalement, qu'est-ce qu'internet a changé, qu'est-ce qu'internet a bouleversé par rapport au droit de la presse qui existait je crois depuis la fin du 19e siècle? Oui, le droit de la presse existait avant, mais on repose encore juridiquement sur une grande loi de 1881. C'est pas récent. C'est pas récent, mais elle a été adaptée assez régulièrement aux diverses innovations techniques, à la radio dans les années 30, à la télévision dans les années 80, et à Internet à plusieurs reprises, de façon d'ailleurs reprise assez maladroite depuis une dizaine d'années. Ce qu'il faut comprendre tout d'abord, c'est que d'un point de vue juridique, la liberté d'expression est certes un principe constitutionnel qui existe dans le bloc constitutionnel, puisque c'est dans la Déclaration des droits de l'homme de 1789 qui fait partie de ce qu'on appelle le bloc constitutionnel, c'est-à-dire c'est à ce bloc constitutionnel que le Conseil constitutionnel se réfère pour voir si une loi est constitutionnelle ou pas. Mais ceci dit, c'est pas une tradition française. Je suis pas un grand admirateur des États-Unis, mais ils ont leur histoire, et eux ont construit les États-Unis sur ce grand principe de liberté d'expression. Pas pour rien que c'est le premier amendement. Tout simplement qu'à la fin du XVIIIe siècle, ils étaient sous domination anglaise, comme vous le savez, et c'est par le biais de l'expression, de la liberté d'expression, qu'ils ont conquis leur indépendance. Eux reposent sur cette idée, qu'elle soit vraie ou qu'elle soit fausse, que la liberté d'expression est quelque chose d'extrêmement important. C'est pas du tout l'histoire française. Nous, on repose sur un autre principe, qui est le principe d'égalité. Et il se trouve que la liberté d'expression, à elle seule, n'a jamais été utilisée par le Conseil constitutionnel pour invalider un texte de loi. C'est-à-dire que c'est pas un principe très protégé en France. Alors ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ce qu'a changé l'Internet, puisque c'est votre question, c'est que l'Internet, contrairement à l'ensemble des autres médias, quand Internet est utilisé comme un média, c'est un média tous-tous. C'est-à-dire que la presse écrite, la radio, la télévision, tout ça, ce sont des médias un tous, ou des médias quelques-uns tous. C'est-à-dire qu'il y a une minorité qui émettent en direction d'une majorité qui est silencieuse. Internet, c'est un média tous-tous. C'est-à-dire que chacun peut être à la fois récepteur et émetteur d'informations. C'est-à-dire que l'internaute peut communiquer ce qu'il a envie de communiquer aussi facilement à un coût, comme je le disais tout à l'heure, absolument dérisoire, à la planète entière. C'est-à-dire qu'on applique maintenant toujours cette loi de 1881 modifiée à de nombreuses reprises, qui était consacrée essentiellement à la sphère de la communication, à l'internaute.
avec autant un journaliste, et je m'adresse à des journalistes, autant un journaliste sait en règle générale à peu près quelles sont les limites à ne pas franchir. Bon. En revanche, l'internaute ne le sait pas toujours. Et c'est pourquoi je pense qu'il faudrait faire, avant de chercher à réprimer, faire un gros effort de pédagogie en direction des internautes pour leur expliquer que de temps en temps, il faut un petit peu faire attention parce qu'il y a des limites. Il est normal d'être poursuivi et éventuellement condamné. Moi je connais bien la loi de 1881, mais bon, j'ai une certaine facilité à l'oral, mais également à l'écrit. Je pourrais éventuellement me retrouver devant un magistrat, devant un juge indépendant et impartial, et au terme d'un procès équitable, être condamné pour diffamation ou pour injure. Ça, c'est la façon démocratique de faire. Aujourd'hui, c'est que depuis 10 ans, on a eu 3 lois successives, qui ont toutes les 3 été annulées, au moins partiellement, par le Conseil constitutionnel. Ces 3 lois avaient choisi une autre direction. C'est-à-dire, au lieu de chercher la responsabilité éditoriale du directeur de publication, on a cherché la responsabilité de l'intermédiaire technique, c'est-à-dire du fournisseur d'accès ou du fournisseur d'hébergement, en lui disant « Attention, ça, c'est peut-être illégal, si tu coupes pas, je te fais un procès. » Pour faire une analogie, c'est un petit peu comme si, au lieu d'attaquer le directeur de publication d'un journal, Le Parisien, on s'en prenait à leur distributeur, ou à l'imprimeur. À l'imprimeur, au distributeur, au bureau de tabac. Alors il faut savoir que la loi de 1880 organise la responsabilité des distributeurs, organise la responsabilité des imprimeurs. C'est-à-dire que si un jour je suis diffamé dans un journal papier, je pourrais faire poursuivre et condamner le bureau de tabac qui est à côté de chez moi. Ça n'est pas appliqué. Il faut savoir que c'est pas dans la loi de 1881 initiale que cette disposition scandaleuse a été introduite. Elle a été introduite en 1942. Vous en tirez les conclusions. C'est-à-dire que mais bien sûr que non. C'est-à-dire que on restreint les libertés, on n'utilise pas un texte, mais il est utilisable. Et si un jour un régime très autoritaire s'installait en France, on n'aurait absolument pas besoin de changer le droit français pour transformer ça en dictature intolérable. Vous voulez dire qu'il y a les lois de Vichy sur la liberté d'expression qui sont encore valables en France? Exactement. D'accord. Exactement. Elles sont utilisées de temps en temps, elles sont utilisées, et j'avoue que ces lois sont extrêmement dangereuses, mais je pense qu'il serait très très difficile de revenir en arrière. Une tradition française, c'est-à-dire qu'une fois qu'une loi existe, il est très très difficile de la faire supprimer. Bon, alors, on a compris que la nouveauté d'Internet, c'est que finalement tous les internautes devenaient des journalistes, mais que, contrairement aux journalistes, ils ne connaissent pas les limites de... pas forcément le droit, la loi est censée être connue par tous, mais ça, on sait bien que c'est pas vrai, voilà, c'est une fiction. Alors justement, profitons de votre présence pour faire le point. Imaginons que je monte mon site Internet demain, que je fasse un forum ou que je publie des articles d'autres amis, qu'est-ce qui peut m'arriver? Qu'est-ce que je risque? À quoi est-ce que je dois faire attention? Bon, soyons clairs, ce que vous écrivez, il faut faire attention, il faut essayer de ne pas être injurieux, parce que l'injure, c'est une infraction pénale. Il faut essayer de ne pas diffamer, c'est-à-dire de ne faut pas dire de quelqu'un, lui imputer des défauts qui atteignent son honneur ou sa considération. Ça, c'est de la diffamation. Sauf si c'est vrai. D'accord. Heureusement, bien sûr. Il y a ce qu'on appelle l'exception de vérité. Attention cependant, en cas de procès, la loi sur la liberté de la presse de 1880 organise une procédure très, très rigoureuse, très tatillonne, très spécifique. Et en gros, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas confier ça à un avocat généraliste. Quelle que soit la conscience professionnelle d'un avocat généraliste, il risquerait de se faire piéger sur la procédure, et c'est trop bête de perdre un procès qu'on pourrait gagner, le perdre sur la procédure. Donc un internaute se fait attaquer demain pour diffamation. Oui. On garde bien votre conseil en tête. Faisons appel à un avocat spécialiste de la question. Surtout pas appel à un avocat généraliste. D'accord. Alors, mais ceci dit, soyons clairs, moi je trouve pas absolument scandaleux qu'un internaute qui a diffamé, qui a injurié, se retrouve devant un magistrat, surtout si l'injure, la diffamation est grave, surtout si c'est pas excusé. Ça, ce sont des considérations extra-juridiques. En revanche, là où les choses sont très très choquantes, et là c'est parce que le législateur n'a pas vraiment réfléchi à la nouveauté de l'Internet, c'est que le webmaster, s'il a permis par exemple les forums, les contributions des internautes en bas de ses articles par exemple, et qu'un internaute anonyme fait de l'injure ou de la diffamation. Là, en revanche, c'est là que c'est dangereux.
cet internaute peut être poursuivi et condamné. On a déjà plusieurs décisions qui vont venir condamner des webmasters pour les contributions des internautes. Et ça, c'est quelque chose d'absolument scandaleux, parce que la loi de 1881, avec donc l'apparition de la radio puis de la télé, a été modifiée pour tenir compte de cette particularité. C'est-à-dire que tout ce qui est enregistré, c'est-à-dire tout ce où il y a la possibilité de faire un contrôle éditorial a priori, là, on peut couper, ou caviarder, tout simplement, comme on ou dit. caviarder. Bon, ça, si on laisse passer, qu'il y ait une poursuite, éventuellement une condamnation, c'est le rôle, c'est le système de fonctionnement de la responsabilité éditoriale, et le directeur de publication, qu'il se retrouve devant un magistrat et puis qu'éventuellement il trinque, ça me choque pas énormément. En revanche, et là, la loi de 1880 a été modifiée à plusieurs reprises pour éviter que la responsabilité éditoriale du journal, de la radio ou de la télévision soit engagée en cas de direct. Quand il y a un dérapage d'un des invités en direct, à ce moment-là, on poursuit éventuellement l'auteur de l'affirmation, mais pas le directeur du journal ou de la chaîne de télé. J'aimerais bien que la même chose soit adaptée à Internet. D'accord, et ça n'est toujours pas le cas. Bien évidemment, non. Actuellement, on cherche plutôt à réprimer tous les usages sans essayer de prévoir la libération des usages licites de Internet par les Français. Enfin, je me pose quand même cette question. On a dit tous journalistes, ça fait quand même pour la police et pour la justice une somme de nouveaux cas absolument énormes. Enfin, quand on voit tout ce qui est publié chaque jour sur Internet, on se dit que le nombre d'affaires de diffamation, c'est incontrôlable et ça a dû exploser. Est-ce que la justice est prête à faire face à tous ces délits de presse? Est-ce qu'elle en a les moyens? Surtout parce qu'il faudrait créer des services administratifs pour lire tous les jours les blogs, finalement, qui arrive à se faire défendre? Oui, parce qu'on se doute bien que... Bon, pour ma part, je ne suis pas favorable au modèle d'une surveillance par la police ou par la justice, a priori, de tout ce qui se passe sur la radio, etc. Non plus, je crois, mais... Voilà. Non. Donc, vous faites l'avocat du diable, c'est bien normal. Mais pour moi, ça doit fonctionner de la façon suivante. C'est-à-dire que la personne qui apprend qu'elle a été injuriée, qu'elle a été diffamée, elle va voir un magistrat indépendant et impartial, et au terme d'un procès équitable, ça c'est une citation de la Convention européenne des droits de l'homme, éventuellement l'auteur de l'injure ou de la diffamation est condamné. C'est ça le modèle démocratique. Et puis, ma foi, s'il se trouve que vous n'en avez pas entendu parler, au bout de 3 mois, c'est prescrit. La prescription, je vous explique rapidement ce qu'est la prescription. Une infraction, en droit français, va se prescrire. C'est les fameux 1 an ou 2 ans, enfin je ne vous précise pas si c'est l'infraction ou la peine, mais que l'on attend quand on a reçu un PV et on l'a pas payé, on espère en priant, on ne sait jamais si c'est 1 an ou 2 ans. Tout simplement que, en droit français, le temps fait que à partir d'un certain délai, qui va varier selon la gravité de l'infraction, on va plus pouvoir le poursuivre. Pour protéger la liberté de la presse, la loi de 1881 avait fait une prescription abrégée de 3 mois. C'est-à-dire qu'au bout de 3 mois, vous ne pouvez plus faire poursuivre l'auteur de l'infraction injure ou diffamation. Cette prescription abrégée de 3 mois a été transposée par la jurisprudence dans les années 30 à la radio, à partir des années 70 dans la télévision, et puis j'espérais que il n'y aurait pas beaucoup de discussions et qu'on transposerait ça aussi à l'Internet. Il se trouve au contraire que certains plaideurs, le législateur lui-même, des juges, ont beaucoup hésité et ont essayé de faire sortir l'infraction commise sur Internet de cette possibilité d'obtenir une prescription abrégée, avec des raisonnements qui en règle générale ne tiennent pas beaucoup. C'est-à-dire que mais si on me diffame, moi je suis pas au courant, je lis pas toujours Internet, etc. Ça, c'est ce genre de réflexion de bas de gamme qui montre que la personne qui tient ce genre de réflexion n'a pas compris ce que c'était qu'Internet. Je ne sais pas combien il y a de journaux en France, de quotidiens, d'hebdomadaires, de mensuels, mais moi je ne les lis pas tous. On ne regarde pas toutes les chaînes de télé en même temps non plus. On ne regarde pas toutes les chaînes de télé en même temps. Donc il est beaucoup plus facile de se rendre compte qu'on a été victime d'une infraction au droit de la presse sur Internet, simplement avec les moteurs de recherche. Faites une moteur de recherche avec
votre nom de famille, votre prénom, vous trouverez les choses beaucoup plus facilement que si ça a été publié dans la presse écrite ou audiovisuelle classique et traditionnelle. Bon, alors l'argument ne tient pas, d'accord. Maintenant, où ça en est cette histoire de prescription? Bon, maintenant, je crois qu'il n'y a plus beaucoup de discussions. Enfin, de temps en temps, j'entends des hommes politiques dire il faudrait revenir sur la prescription abrégée de 3 mois, qu'il est normal qu'elle protège les professionnels de la presse, mais en revanche, il ne faudrait pas qu'elle protège les non-professionnels. Alors, ce que l'on a en tête... J'aimerais être sûr d'avoir bien entendu. Vous dites qu'il y a des hommes politiques qui veulent qu'on défende plus les journalistes que le citoyen français normal. Exactement. Je peux pas citer de nom parce que j'aurais un petit peu de mal à apporter ces preuves pour le moment, mais c'est quelque chose que j'ai déjà entendu à plusieurs reprises. Donc c'est quelque chose de relativement grave. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a quelque chose dont on n'a pas encore parlé, mais un de ces archétypes qui revient, une de ces idées reçues, c'est d'une part le terrorisme, mais également les pédophiles et les néo-nazis. Il faut savoir que je pense que c'était une erreur de la part du législateur de l'avoir fait de cette façon-là. La loi de 92, la loi Pleven, est venue, alors là c'est la meilleure des choses, réprimer et rendre illégal le fait de tenir des discours racistes et antisémites. C'est la meilleure des choses, bien évidemment. En revanche, là, je crois que le travail du législateur a été mal fait, en ce sens que ça a été intégré dans la loi de 1880 sur la liberté de la presse. C'est-à-dire que les racistes, les antisémites, quand ils s'expriment, ils sont protégés par ce genre de dispositions censées protéger la liberté de la presse. Pour qu'au bout de 3 mois, oui, prescription au bout de 3 mois, on ne peut plus les poursuivre. D'accord. Je pense que c'est une mauvaise façon de faire la loi parce que le racisme, l'antisémitisme, c'est pas une activité journalistique ordinaire. C'est une infraction autre. Et on aurait dû faire une loi spéciale avec une prescription ordinaire qui est plus longue, en l'espèce, qui aurait été de 5 ou de 3 ans selon qu'on est en commission de l'infraction ou en peine, peu importe. D'accord. Alors, pour résumer, je suis webmaître, je dirige mon site. Si quelqu'un écrit de façon anonyme sur le forum que je dirige, qui n'est pas modéré a priori, c'est-à-dire que je ne m'amuse pas, moi, en tant que webmaître, à lire tout ce que les gens écrivent. Il écrit quelque chose qui relève de l'injure ou de la diffamation. On peut me poursuivre pénalement. On peut vous condamner pénalement. Donc ce sera inscrit dans mon casier, etc., pour une infraction que quelqu'un d'autre a commis. Exactement, c'est ça qui est tout à fait choquant. C'est tout simplement que la transposition de la responsabilité éditoriale a été mal faite par le législateur et par la jurisprudence. Pour moi, on ne doit être responsable que de ce que l'on dit soi-même ou de ce que les subordonnés, au sens le plus large du terme, vont dire dans votre média. En revanche, il n'y a aucun lien de subordination entre l'internaute et le directeur de publication d'un site web. Oui, alors bon, là on voit bien comment la justice peut réagir. Il y a quand même, je reprends ma question de tout à l'heure sur en pratique, ça fait quand même de nombreux cas qui aujourd'hui se fait défendre grâce aux droits de la presse, qui attaque en diffamation, qui attaque en injure. Moi, je m'amuse pas à lire Internet, à faire attention à ce qu'on dit sur moi. Je vais pas me défendre, même si je suis cité à droite à gauche. Donc, en pratique, j'ai pas l'impression que la justice ait explosé sur cette question-là. Non. Donc, ça veut dire qu'il y a quelques personnes bien informées qui se défendent et que l'internaute, en moyenne, lui, ne se défend pas. Tout d'abord parce que, pour ma part, je ne suis pas pour une juridictionnalisation, excusez-moi de ce néologisme, mais je ne suis pas favorable à une juridictionnalisation croissante de la vie française, comme ça se passe par exemple aux États-Unis. On fait vraiment un procès pour un oui ou pour un non depuis une trentaine d'années. Alors, qui fait des procès aujourd'hui en France sur ce qui est dit sur Internet, si on peut les cataloguer? D'une part, il y a certains hommes politiques qui sont habitués du procès, par exemple le Front National défouraille très très vite la loi de 1881, dès qu'on parle il y a certaines sectes également qui le font assez régulièrement pour essayer de faire reculer la liberté d'expression à leur encontre. Et puis diverses personnes publiques ou privées qui simplement n'appréciant pas à juste titre ou pas
qu'on dise du mal d'elle, vous font un procès. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on n'est jamais à l'abri d'un procès, même si on reste dans les clous juridiques, si on n'a pas franchi la ligne blanche, on peut parfaitement être poursuivi quand même. C'est-à-dire que on peut avoir un comportement légal, être poursuivi quand même si au final, la personne qui cherche à vous faire condamner n'a aucune chance de vous faire condamner. La simple menace d'un procès peut faire reculer les gens. C'est tout ce que je reproche à certaines entreprises qui, quand elles sont critiquées sur le réseau, menacent immédiatement un internaute de procès, tout simplement parce que, à tort ou à raison, il les aura critiqués. De temps en temps, il faut admettre une certaine critique, me semble-t-il aussi. Et pour ma part, il m'est arrivé, parce que je n'ai pas forcément une personnalité très anodine et je n'ai pas que des amis, j'ai aussi des ennemis, comme tout le monde, c'est normal. Il m'est arrivé d'être critiqué, parfois de façon illégale, J'ai été parfois injurié ou diffamé. Je préfère, pour ma part, publier des informations me concernant. Par exemple, sur mon site web, les gens peuvent se faire une opinion de ce que je suis ou de ce que je ne suis pas. Et je n'ai jamais imaginé un instant de poursuivre les diffamateurs ou les injurieurs. Oui, alors ce qui est quand même très surprenant, c'est que ça coûte des sous de se faire attaquer en procès. Et donc les personnes morales, les institutions en général, ont plus de moyens financiers que les internautes, qui sont des citoyens quelconques, comme vous et moi. Et mine de rien, ces personnes morales peuvent faire une pression bien évidemment, grâce à leurs moyens financiers en se servant de la loi. Exactement, et c'est pour ça que cette juridicisation croissante de la société française est inquiétante. Je vais prendre un exemple qu'on va décliner tout à l'heure en revenant à la liberté d'expression. Je pense par exemple au droit de la consommation, droit intéressant qui m'a jamais passionné, mais qui est un bon exemple. En France, quand vous êtes dans la position du consommateur et que un professionnel vous a vendu un produit ou un service dont vous n'êtes pas content. Vous lui faites un procès et si vous avez raison, vous le gagnez. C'est-à-dire qu'il faut faire un procès à chaque fois. Tout simplement, et ça, cela remonte à la philosophie des Lumières, c'est-à-dire que le contrat, il y a deux ou plusieurs contractants qui sont sur un pied d'égalité, ils ont exactement les mêmes droits et les mêmes devoirs. Mais dans le cas de ce qu'on appelle, nous juristes, un contrat d'adhésion, c'est-à-dire le contrat, vous avez juste un choix, c'est celui d'accepter ou de ne pas accepter. Allez chercher à discuter les clauses du contrat qui vous lient à la RATP quand vous achetez un ticket de métro, par exemple. Vous allez voir, c'est pas possible. Vous avez un seul choix, soit vous achetez, soit vous n'achetez pas. Dans ce cas-là, il y a un déséquilibre, c'est-à-dire que le modèle idéal des deux co-contractants égaux et libres en droit, c'est un modèle qui n'est plus vraiment applicable. C'est pourquoi que les Américains, qui n'ont pas que des défauts, ont depuis un certain nombre d'années mis en place la procédure dite de la class action, l'action de classe, le procès de classe. Entendez, classe pas au sens classe politique, mais la class action, va permettre à toute personne, tout consommateur, puisque c'est dans le cadre de la consommation, qui se retrouve dans la même position que le premier qui a fait un procès et qui l'a gagné, de demander la même chose à la même société. C'est-à-dire que si vous achetez un produit X ou Y qui ne vous convient pas, vous agissez en justice, la justice condamne votre vendeur professionnel à vous verser telle indemnité. Toute personne ayant acheté le même produit à la même société pourra demander la même chose. Ça fait partie des mécanismes qui vont rééquilibrer le déséquilibre. Quand on vient à la liberté d'expression, il faudrait trouver des mécanismes qui rétablissent ce genre d'équilibre en matière de liberté d'expression. C'est ce que j'essaye d'imaginer dans un futur bouquin que je commence à écrire. D'accord. Et qui va s'appeler ? Et qui, je l'espère, pourra s'appeler... Non, j'aimerais autant pas le dire. D'accord, ne lisons pas. Alors très bien. Justement, pour bien saisir ce que vous avez dit sur la class action, j'imagine que Microsoft fait un procès à un internaute français pour l'avoir diffamé. Il se trouve que la diffamation n'est pas constituée et que cet internaute demande en plus à Microsoft des dommages et intérêts pour l'avoir attaqué injustement. Ça existe, ça, en droit. Oui. Bon, ça veut dire que toute personne qui arrivera derrière, si jamais on mettait en place ce processus,
pourrait se réclamer aussi de dire, attendez, il n'y a même pas besoin de juger, Microsoft, on sait qu'ils font des procédures abusives, dès maintenant, vous me donnez des dommages et intérêts. C'est une piste intéressante, oui, tout à fait. C'est-à-dire que, moi, ça fait partie des choses que j'ai imaginées. Ça va sans doute faire rougir beaucoup de personnes, mais peu importe. Hein. J'imagine qu'il y a quelques personnes qui doivent sauter quand ils entendent ça. Écoutez, de temps en temps, il faut prendre des risques. Hein. J'ai la chance d'être très très indépendant en tant qu'enseignant-chercheur. Si moi, en tant qu'enseignant-chercheur, vu mon indépendance, je cherche pas à imaginer des choses pour faire avancer le droit, qui le fera, je ne sais pas. Donc, effectivement, ça fait partie des choses qui pourraient être imaginables, que quelqu'un qui a gagné, en quelque sorte, entre guillemets, le droit de dire telle chose de telle entreprise, eh bien, ça pourrait être étendu à toute personne reproduisant exactement les mêmes affirmations. Ce serait une façon de rééquilibrer ce déséquilibre face, d'une part, les gens ou les sociétés qui ont les moyens de faire du procès intimidant, contre l'internaute qui lui n'a pas les moyens de se défendre. Alors maintenant il y a un autre problème dans tout ça, c'est les procédures appartiennent forcément à la législation d'un pays qui lui est propre, et quand on se heurte à la question de l'international, alors là ça devient plus compliqué. Oui, effectivement, oui. Alors ça, c'est effectivement un des problèmes qui a été profondément renouvelé par l'utilisation massive de l'Internet. Pour bien vous faire comprendre le problème de l'international, je vais vous prendre l'exemple que me citait mon professeur de droit pénal quand je faisais mes études de droit il y a 25 ans. Il disait l'infraction internationale, eh bien, imaginez un contrebandier italien poursuivi par un douanier suisse, parce que dans l'imaginaire collectif, les contrebandiers sont tous italiens. Je ne sais pas si tous les Italiens sont contrebandiers, mais enfin, dans le sens, ça marche assez bien. Les douaniers sont toujours suisses. Et ce contrebandier se retourne, tire sur le douanier suisse, qui, le pauvre homme, parce qu'on se trouve à la frontière des trois pays, vient mourir en France. Et ajoutait notre professeur de droit pénal il y a 25 ans, voilà un exemple d'infraction internationale. Alors pourquoi est-ce qu'il allait choisir cet exemple tiré par les cheveux? Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de contrebandiers qui soient rendus coupables du meurtre de douaniers dans ces conditions-là, mais il allait choisir cet exemple d'école, exemple un peu académique, simplement parce que l'infraction internationale, c'était pas quelque chose de très courant. Pour quelque chose de très courant, c'était le détournement d'avion. La moitié des articles, il doit y avoir 10 ou 12 articles qui parlent de l'infraction internationale dans le code pénal français, près de la moitié parlent du détournement d'avions, enfin d'aéronefs, puisque les juristes ont toujours un vocabulaire très précis. Tout simplement parce que l'infraction internationale, c'était quelque chose de rare. Ça concernait donc essentiellement le détournement d'avions, certaines escroqueries à l'international, non-représentation d'enfants, enlèvement d'enfants, etc. Donc infraction rare. Et c'est pourquoi, puisque l'infraction était rare, on avait fait une compétence qui n'était pas tout à fait une compétence universelle, mais en gros, il suffisait de pas grand-chose pour que le juge français, le droit français, soit compétent pour juger l'affaire. Tout simplement parce qu'on avait peur que l'infraction étant internationale, qu'une partie de l'infraction commise sur le territoire français, on avait peur que l'infraction soit pas poursuivie. Donc on disait... suffit qu'il y ait le quart de la moitié du commencement d'une infraction qui soit commise sur le territoire français pour que le juge et le droit français soient compétents. Ça marchait pas trop mal. Quand il y avait 2 procès dans 2 pays voisins sur la même affaire, il y avait un règlement de juge. Mais c'était du rare. L'infraction internationale, le droit pénal international, il y a encore une dizaine d'années, c'était une toute petite discipline dans le droit pénal, quoi. Très bien. Et Internet. Arrive Internet qui va changer complètement la donne. C'est-à-dire que vous mettez quelque chose sur Internet en France, c'est visible sur la terre entière. Certes. C'est-à-dire que si on transpose cela, ça veut dire que non seulement il faut obéir à la loi française, mais il faut obéir aux 230 ou 240 autres droits étrangers, puisqu'il doit y avoir 230 ou 240 pays au monde. C'est-à-dire qu'en gros, on va plus faire grand-chose, à part Walt Disney, et encore je sais pas, parce que Mickey et Minnie ne doivent pas être mariés, donc il y a sans doute il y a sans aucun doute des pays qui considèrent cela comme illégal. D'accord, donc on devient tous finalement indirectement des contrebandiers ou des criminels de dans certains pays. C'est cela. À partir du moment où on existe sur la toile. Exactement. Alors, je vais sans doute choquer un certain nombre de personnes, mais bon, là, j'en prends le risque aussi. Je pense qu'il serait une bonne chose de revoir les critères de compétence du juge et du droit français, pour ne réprimer que les infractions qui sont réellement
à destination du droit français, du juge français. Je pense par exemple à une hypothèse que j'ai imaginée dans un but pédagogique. Imaginez par exemple qu'un citoyen du Burkina Faso, un pays que je connais bien, que j'aime beaucoup, un pays donc de droit musulman, donc qui permet la polygamie. Imaginez qu'un Burkinabé pense le plus grand bien de la polygamie et fasse un site web sur le sujet en français. En plus, c'est plus simple de se rendre compte que c'est légal chez lui, mais c'est illégal en France. La polygamie, eh bien, c'est une infraction pénale. C'est-à-dire que d'un point de vue théorique, j'espère qu'aucun juge fou, aucun policier fou ne poursuivrait en France un Burkinabé faisant cela, mais d'un point de vue théorique, le Burkinabé en question, eh bien, il pourrait être poursuivi et condamné en France pour un comportement qui est légal chez lui. Il est en prison en France ? Alors, c'est-à-dire que s'il venait en France, effectivement, à la suite d'une condamnation, il pourrait être mis en prison. Mais s'il vient pas s'il vient pas, le droit et le juge français peuvent bien avoir une voix fort puissante. Le gendarme français n'est gendarme que chez lui, et encore heureux. D'accord. Donc vous comprenez bien que c'est quand même très très choquant que le fait que le citoyen burkinabé de mon exemple puisse être poursuivi et condamné en France pour quelque chose qui est légal chez lui. Et en fait, il n'est pas poursuivi tout simplement parce que cela repose sur la gentillesse et la clémence ou l'indifférence des juges. Mais c'est pas un modèle démocratique normal. C'est ça que je cherche. Pas un principe, on n'est pas dans l'esprit du droit. Voilà, c'est ça, on n'est pas dans l'esprit du droit. Alors, tout à fait. Pour bien comprendre, finalement, on disait tout à l'heure qu'on est tous des criminels internationaux en puissance, à partir du moment où on est sur la toile Internet. Concrètement, pratiquement, même si ça gêne le juriste que vous êtes, ce qui nous protège par rapport à ces attaques-là, c'est les difficultés qu'il peut y avoir à mener une action internationale pour condamner quelqu'un. Bien sûr, oui, en pratique, c'est vrai que d'un point de vue théorique, ça ne change absolument rien à la commission de l'infraction si votre site web est hébergé en France ou hébergé au Japon. En pratique, ça modifie un petit peu les choses. Parce que si la partie qui va chercher à vous poursuivre arrive à trouver en France les preuves, les adresses IP, etc., les preuves que vous êtes effectivement l'auteur de l'infraction, à ce moment-là, on reste sur le territoire français. Mais s'il faut demander à un fournisseur d'hébergement étranger, ça devient tout de suite de droit international. Il faut respecter la souveraineté de l'État de destination. Donc, en pratique, ça complique les choses. C'est vrai qu'en pratique, ça protège un petit peu. Mais j'ose croire que les services de police s'occupent, malgré ces complications inutiles, des affaires les plus graves. Je dis j'ose croire, mais j'ai aucune information précise sur le sujet. Je dis j'ose croire tout simplement parce qu'actuellement il faut savoir que la justice, la police, on les a pas encore privatisés, mais si ça continue comme ça va pas tarder. Mais ils sont d'ores et déjà évalués sur des critères de rentabilité. C'est-à-dire qu'une affaire élucidée, c'est une affaire élucidée. C'est-à-dire que le policier, le gendarme, eh bien il va aller carrément au plus simple. Et puis je suis à peu près persuadé qu'il va laisser tomber, sauf si c'est très très grave, une affaire où il y a un élément d'extranéité qui va compliquer la procédure. Ce qui fait que la technique, en pratique, risque en partie de protéger les plus astucieux. Je veux dire, la police a plutôt intérêt à constater, l'absence d'un feu qui marche à l'arrière d'une voiture, plutôt que d'aller poursuivre quelqu'un pour un délit pénal constaté sur Internet si la personne a son site qui est hébergé en Inde, avec un webmestre qui est argentin. Oui, c'est l'inconvénient de l'évaluation selon des critères d'entreprise privée de l'activité d'un service public. Que le service public ait des inconvénients et des défauts, c'est une évidence, mais en revanche, on n'a pas à l'évaluer sur des critères de pure rentabilité comme l'entreprise privée. Et je pense qu'il devrait être possible d'évaluer le travail, par exemple, des services de police ou de gendarmerie sur des critères un petit peu plus qualitatifs que purement quantitatifs. Bon, actuellement, on cherche vraiment à faire du quantitatif.
Dernier chapitre de notre entretien avec Sébastien Cannevet, on va parler maintenant des magouilles, des protections du citoyen, des arnaques en tout genre. Alors, il y a quelques années, on avait encore vraiment peur de mettre son numéro de carte bleue sur Internet. Parce que des histoires nous étaient narrées, comme quoi n'importe qui pouvait se récupérer votre numéro de carte bleue et faire tous les achats qu'il voulait. Et c'était en plus, selon certaines banques, la responsabilité non de la banque, mais du possesseur de la carte bleue. Alors, il y a eu du nouveau là-dessus aussi. C'est-à-dire que maintenant, la banque est tenue responsable clairement. L'a toujours été. Ils ont effectivement raconté qu'il n'était pas responsable. C'est un parfait mensonge. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous achetez quelque chose sur Internet, vous prenez d'abord pas beaucoup de risques. Il arrive de temps en temps qu'on tombe sur un vendeur malhonnête. C'est la minorité. Je suis un internaute, j'utilise Internet depuis de nombreuses années, j'achète depuis de très nombreuses années sur Internet, jamais je n'ai eu aucun problème. Pourtant, je pense que je suis un des premiers Français à avoir acheté des trucs sur Internet. J'ai dû commencer en 95-96, ça n'avait rien de parfaitement illégal, je vous rassure tout de suite, c'était des pièces pour voitures anciennes. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous payez sur Internet, parlons de la question tout d'abord du paiement. En fait, c'est pas vous qui prenez le risque, c'est votre banque. Contrairement à ce que l'on vous raconte. Pour des raisons X ou Y, bonnes ou mauvaises, je ne me prononcerai pas, les banques ont choisi de sécuriser de façon relativement modérée le système de paiement par carte bleue. Sans doute parce que ça coûterait trop cher. J'espère que c'est tout simplement parce que ça leur a coûté trop cher, et j'espère que ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas vu le problème. C'est-à-dire que quand vous achetez quelque chose sur Internet, vous donnez votre carte, vous donnez votre numéro de carte et le code crypto, je ne sais plus comment il s'appelle. Les 3 derniers chiffres. Les 3 derniers chiffres au dos de la carte. Bon. Vous ne donnez pas soit votre code secret à 4 chiffres, soit votre signature manuscrite. Bien évidemment, c'est le processus de paiement hors la présence du porteur de carte. Dans ce cas-là, si ce n'est pas vous qui avez donné l'ordre de paiement, en gros, si vous avez été piraté, je vais vous expliquer comment ça se passe de l'autre côté, eh bien, il suffit de demander à votre banque de vous rembourser, et ils ont l'obligation légale de le faire. Alors, soyons clairs, certaines banques jouent le jeu honnêtement, d'autres cherchent à vous intimider, parfois un petit peu méchamment. Je pense à une amie en particulier qui s'est retrouvée quand même en garde à vue pendant 7 heures, alors qu'elle s'était plainte de ce genre de problème. C'est parfaitement honteux et scandaleux de la part de la banque, et j'espère bien que ça retombera sur la banque en question. Alors, ça, d'un point de vue théorique, c'est votre banque qui doit vous rembourser, qui doit vous croire sur parole. Ils n'avaient qu'à mieux sécuriser leur système de paiement. Donc pour les auditeurs qui nous écoutent, là, qui ont des problèmes peut-être passés, présents, futurs, faut s'adresser à qui Alors, soyons clairs, c'est-à-dire que n'achetez pas quelque chose sur Internet, vous le recevez, et puis vous dites c'est pas moi qui l'ai commandé pour se faire rembourser du prix de l'achat. Ça, c'est la prison, je l'espère, assurée, parce que ça, c'est une infraction pénale et ça, c'est grave. Ça, c'est de l'escroquerie. En revanche, si vous constatez un débit sur votre compte bancaire carte bleue alors que vous n'avez pas donné l'ordre de paiement correspondant, vous demandez par lettre recommandée accusée de réception à votre banque de vous rembourser, et ils doivent vous rembourser. Alors ça se passe comment ça se passe de la façon suivante. Votre banque vous rembourse, demande à la banque du commerçant réel ou simulé de le rembourser, qui elle va demander aux commerçants concernés de rembourser. S'il n'existe pas et s'ils sont fait avoir parce qu'il n'y a pas de commerçant en face, tant pis pour eux. Il faut savoir que 95 fois sur 100, quand quelqu'un débite votre compte bancaire à votre place, c'est même pas qu'il a récupéré votre numéro de carte bancaire quelque part, c'est tout simplement qu'il existe des petits logiciels sur Internet, des trucs téléchargeables qui permettent de générer aléatoirement des numéros de carte bancaire qui sont cohérents. C'est-à-dire qu'il y a un petit logiciel dans les systèmes bancaires qui vérifie, on ne se connecte pas toujours à la banque pour savoir si le compte existe réellement et est approvisionné, mais de temps en temps, assez souvent, ça reste en local, et tout simplement, on regarde si le numéro est cohérent. Assez souvent, ça correspond à un code qui n'existe pas, à un compte qui n'existe pas, pardon. De temps en temps, ça correspond à un compte qui existe. Dans ce cas-là, il faut effectivement veiller
à ce que un débit soit toujours autorisé sur votre relevé de compte. Il faut donner un nom de famille aussi qui soit cohérent avec ce code. Je ne sais pas si À chaque fois qu'on fait un paiement par carte bleue, on donne son nom de famille. Oui, mais ce que je ne sais pas, je pourrais vérifier, mais ce que je ne sais pas si le nom de famille est pris probablement, ça me paraît assez logique. Oui, moi, c'est comme ça que j'aurais fait aussi. Mais les logiciels en question permettent de générer aléatoirement des noms de famille dans ce cas-là. Alors Sébastien Canvet, autre arnaque, autre magouille, il y a un terme qui est très à la mode en ce moment qui s'appelle le phishing. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs quelle est la magouille qu'il y a, l'arnaque qu'il y a dans le phishing? Alors c'est une arnaque, le phishing, le mot est assez, c'est le poisson, assez parlant. Oui, c'est une allusion à ça. Hein. C'est la partir à la pêche en quelque sorte. Hein. Même si c'est pas l'étymologie réelle du mot phishing, c'est un jeu de mots. Cela consiste simplement à envoyer de faux emails de la part d'un site bien connu, au hasard, eBay ou PayPal, et on se fait passer pour eBay, on se fait passer pour PayPal, et en disant votre compte vient d'être limité, si vous voulez le réactiver, vous cliquez là, et l'utilisateur lambda, pas très au fait des techniques, clique sur le truc, se retrouve sur un site qui est une imitation, une copie conforme du site officiel d'eBay ou de PayPal ou d'un autre, rentre son login, rentre son mot de passe, et à ce moment-là, les gens qui sont derrière se retrouvent avec un login et un mot de passe pour pouvoir utiliser et pour pouvoir mal faire. Bon. Alors, ça c'est quelque chose de très très courant, j'en reçois des dizaines tous les jours. Bon, je suis suffisamment averti avec un ordinateur pour les jeter à la poubelle avant consommation, bien évidemment. Il faut savoir que la plupart des sites concernés ont mis en place des systèmes, par exemple je pense à eBay, ils ont mis en place un système de messagerie interne, c'est-à-dire que jusqu'à preuve du contraire, le système n'est pas trop mal fait, et ce qu'on reçoit dans la messagerie interne, c'est-à-dire dans le webmail, ne peut pas encore être sujet à ce genre d'escroquerie. Ce que vous recevez en revanche dans votre boîte à lettres, regardez-y à 2 fois, faites attention pour ne pas vous faire piéger aussi facilement. Oui, moi je sais, j'ai reçu ce genre de mail à propos de PayPal, justement, oui. On m'indiquait mon compte. Ça m'a paru tout de suite, moi ça m'a paru louche, vous voyez, ce qui était dans le mail ne me concernait pas. Oui. Maintenant, ça peut concerner quelqu'un on peut se faire avoir. Exactement. Alors, quel conseil vous donneriez à ceux qui reçoivent des mails qui ressemblent comme 2 gouttes d'eau à, je sais pas, leur mail de banque, un mail qui vient de leur banque, qui vient d'un site quelconque auquel ils sont abonnés? Quel conseil vous leur donneriez pour ne pas tomber dans le panneau? De ne pas cliquer immédiatement comme ça, parce que souvent ça repose sur la surprise ou sur la peur de la personne qui reçoit la chose. Commencez à réfléchir, vous avez un cerveau, il est fait pour être utilisé, regardez bien ce que vous avez en face de vous, même si ça vous donne toute l'apparence de venir de votre banque, d'eBay ou de PayPal, réfléchissez-y à 2 fois pour savoir si ça vient réellement de la chose. Bon, je ne veux pas rentrer dans la description du code, des URL, etc. Ça, c'est pour les informaticiens amateurs qui peuvent se rendre compte de la chose. Si vous avez le moindre doute, ne cliquez pas, vous contactez votre banque, vous contactez l'organisme en question, par d'autres moyens. Oui, vous allez sur le site direct. Vous allez sur officiel de votre exactement, banque ou directement. Et à ce moment-là, vous voyez si effectivement vous êtes en train d'être victime d'un de ces escrocs. Une autre escroquerie qui marche pas mal, c'est ce qu'on appelle l'escroquerie nigériane. J'en reçois de plus en plus, même en français maintenant. C'est « Cher et honoré monsieur, je suis la veuve du président machin, etc. » On reçoit énormément. Ouais. Ne répondez jamais, vous foutez tout ça à la poubelle. Moi, je les collectionne parce que ça m'amuse. J'aimerais bien, à la limite, faire une petite étude statistique pour voir quels sont les arguments qui sont proposés. Parce que ça vient que du Nigeria ? Non, ça ne vient pas que du Nigeria. Mais enfin, ce sont les Nigérians qui ont popularisé la chose, et ça vient... Une partie importante vient effectivement de ce pays, mais ça peut venir d'à peu près partout au monde. Il faut savoir que les juges nigérians ont condamné récemment des ressortissants, des citoyens de leur pays, à rembourser une somme extrêmement importante à une citoyenne japonaise qui s'était fait escroquer comme ça. En plus, je crois que c'était une femme extrêmement riche qui avait cru, dans son innocence, rendre service à probablement la
veuve ou l'orphelin ou l'orpheline d'un dirigeant politique ou de grande société placé à tel ou tel endroit. Foutez ça à la poubelle immédiatement, il n'y a aucune chance que vous gagniez un centime avec ça. Bon, on pense aussi à d'autres arnaques. J'ai vu passer dernièrement quelque chose qui s'apparente à ce qu'on appelle l'escroquerie ou l'arnaque pyramidale. Oui. On a vu ça réapparaître sur Internet. Oui, c'est un bien classique. Alors, vous pouvez peut-être expliquer pour c'est nos assez auditeurs convachant, en quoi ça marche. En quoi ça consiste. Oui, alors c'est tout simplement, vous envoyez un petit peu de sous, vous achetez quelque chose et si vous arrivez à le vendre à 2, 3, 5, 10, 15 personnes, etc., plus vous le vendez, plus moins ça vous coûtera cher ou plus ça vous rapportera d'argent. Bon, ça c'est un vieux principe, c'est interdit depuis longtemps en droit français parce qu'on sait que ça ne marche pas. Évidemment, d'un point de vue mathématique, on ne peut pas accroître indéfiniment le nombre de ses clients. Oui, et des clients de ses clients. Exactement. Il y a un moment donné où ça s'arrête. Ça marche pas. De toute façon, c'est interdit en droit français, c'est interdit dans beaucoup de droits des pays occidentaux. C'est quelque chose qui effectivement réapparaît aussi sur Internet, ce genre de truc. Soyons clairs. Une société sérieuse ne recourt pas à ces procédés en droit français. Vous pouvez être sûr que vous allez vous faire, même si de temps en temps on gagne un petit peu d'argent, au final, il y aura toujours quelqu'un qui se fera avoir, et 9 fois sur 10, ce sera vous. Oui, ce qu'il faut rappeler dans ce genre d'histoire, c'est que les premiers gagnent un peu d'argent et que les 90% derniers sont ceux qui au final payent pour les premiers. Oui, je connais pas les proportions, mais enfin, quand vous êtes généreux quand vous dites qu'il y en a 10% qui gagnent quelque chose. À mon avis, c'est très très inférieur à ça. Vous avez à peu près toutes les chances de vous faire plumer. Jetez ça à la poubelle, c'est comme le fichier. Voilà, c'est totalement illégal en plus. Dernière chose, l'idée c'est dès que vous voyez des sommes mirobolantes qui vous sont promises à l'aide de clients et des clients de vos clients, dites-vous que c'est louche. Évidemment, si on peut résumer. C'est vrai que c'est tentant, on a tous envie de gagner de l'argent sans travailler, c'est une parfaite évidence, mais dites-vous bien qu'il y a quelque chose de pas très très logique là-dessous et que en général, ne croyez pas ces marchands de miracles. Commencez par vérifier et si vous vérifiez, vous apercevrez dans l'immense majorité des cas que c'est une escroquerie. Et il n'y a pas de moyen pour gagner de l'argent alors, sinon travailler, y compris sur Internet par exemple. Je crois que c'est un bon mot de la fin. Sébastien Canvet, merci. Merci de vos lumières. C'est moi qui vous remercie. Au revoir.